Soyez honnête. Êtes-vous prêt à voir votre métier disparaître d'ici lundi prochain? Pendant que vous perfectionnez des compétences qui étaient d'actualité hier, les algorithmes apprennent déjà à faire votre travail plus vite, moins cher et sans pause déjeuner. La plupart des gens passent des années à essayer de devenir les meilleurs dans leur domaine, sans remarquer que ce domaine lui-même est en train de couler. Dans ce livre audio, vous découvrirez le concept de l'indispensable, qui brise tous les codes classiques de l'évolution de carrière. Écoutez jusqu'au bout pour devenir celui qu'il est impossible de remplacer. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles livres audio. Et maintenant, nous commençons. Introduction. 7 conversations qui ont bouleversé ma vision de la carrière. On m'a remplacé par un robot. J'ai entendu cette phrase lors d'une conférence consacrée au monde du travail. Elle a été prononcée calmement par un analyste financier expérimenté. 20 ans de carrière, des milliers de décisions éclairées. Puis, en quelques semaines, une intelligence artificielle avait appris à faire son travail plus vite et plus précisément que lui. 20 ans d'expérience balayée en un mois, a-t-il résumé. Depuis longtemps, j'accompagnais des personnes dans leur choix professionnel. Accepter une offre, changer de secteur, préparer une évolution logique. J'aidais à décider. Mais là, quelque chose ne rentrait plus dans les schémas habituels. Ce n'était pas un simple changement de poste. C'était la disparition pure et simple d'un métier. Après cette conférence, les mêmes inquiétudes sont revenues sans cesse. Des traducteurs face aux réseaux neuronaux. Des designers bousculés par l'intelligence artificielle générative. Des journalistes convaincus que les machines écriraient bientôt mieux qu'eux. Derrière chaque échange, la même question. Si la technologie fait mieux que moi, à quoi est-ce que je sers encore? C'est à ce moment-là que j'ai compris que les règles avaient changé. Les méthodes classiques de planification de carrière ne suffisaient plus. Penser à 10 ans devenait absurde dans un monde où certaines professions se transforment ou disparaissent en 2 ans. La stabilité n'était plus un point de départ, mais un objectif mouvant. Plutôt que de céder à la peur, j'ai choisi d'observer autrement. J'ai voulu rencontrer des personnes qui avaient traversé ces bouleversements sans s'effondrer. Mieux encore, celles qui en étaient sorties renforcées. Pendant un an, j'ai mené plus de 200 entretiens avec des professionnels confrontés à l'automatisation de leur travail. 7 histoires se sont détachées. Une médecin qui utilise l'intelligence artificielle comme assistant pour passer plus de temps avec ses patients. Une conseillère en boutique qui transforme la concurrence du commerce en ligne en expérience humaine mémorable. Une architecte qui a cessé de lutter contre les logiciels pour se concentrer sur ce que les algorithmes ignorent, la manière dont les gens vivent et habitent un espace. À chaque fois, le constat était le même. Le problème n'était pas la technologie. Le vrai tournant venait d'un changement de regard sur le métier. Ces parcours révélaient chacun un principe clé. Ensemble, ils formaient 7 piliers de solidité professionnelle pour notre époque. 7 qualités qui permettent non seulement de survivre au changement, mais de l'utiliser comme un accélérateur. La découverte la plus importante n'avait rien de technique. Elle était mentale. Nous avons longtemps vu la carrière comme quelque chose de fixe. Un métier, une progression, une sécurité. Les personnes qui avancent aujourd'hui raisonnent autrement. Pour elles, la carrière est un mouvement, un processus d'apprentissage continu et d'ajustement. Elles ont compris une chose essentielle. Dans un monde où les machines deviennent plus performantes, la valeur humaine ne disparaît pas. Elle change de forme. Ce qui compte n'est plus ce que l'on fait mécaniquement, mais ce que l'on apporte d'humain, de singulier. L'analyste financier rencontré ce jour-là en est un bon exemple. 1 an et demi plus tard, il a créé son propre cabinet de conseil. Aujourd'hui, il aide les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle non pour remplacer les équipes, mais pour renforcer leur intelligence collective. Ce livre est né de ces rencontres. Il montre comment transformer les bouleversements professionnels en opportunités concrètes de croissance. 7 histoires, 7 stratégies pour celles et ceux qui sont prêts à changer de regard sur ce que signifie être vraiment utile dans le monde qui vient. Chapitre 1.
quand l'algorithme devient plus précis que le médecin. Elle est arrivée en avance, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, ce sont les médecins qui font attendre. Ce jour-là, elle s'est assise en silence, les épaules légèrement affaissées. Cardiologue depuis plus de 12 ans, spécialisée, reconnue, respectée. Une carrière sans faute apparente. Et pourtant, elle traversait ce qu'elle a elle-même appelé un choc professionnel. Dans son service, l'hôpital venait d'introduire un système d'intelligence artificielle dédié à l'analyse des électrocardiogrammes. Un outil impressionnant. Il identifiait des troubles du rythme avec une précision redoutable, repérait des signaux faibles annonçant des accidents cardiaques, comparait chaque nouveau cas à des millions de données cliniques. Le temps de diagnostic avait été réduit à une fraction de ce qu'il était auparavant. Pour la direction, c'était une victoire. Pour elle, une remise en question brutale. Jusqu'alors, elle avait toujours progressé dans un cadre clair. Étudier plus, travailler plus, gagner en expérience, devenir meilleur. La logique était simple. L'effort menait à la maîtrise à la reconnaissance. Mais cette fois, quelque chose s'était brisé. Elle n'était pas dépassée par une collègue plus brillante. Elle n'était pas remise en cause par une nouvelle réglementation. Elle se sentait concurrencée par une machine. Et cette concurrence-là ne respectait aucune des règles qu'on lui avait apprises. Quand l'excellence ne suffit plus. Elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Elle n'était ni naïve ni technophobe. Elle savait que l'intelligence artificielle transformait déjà la médecine en profondeur. Dans certains domaines, les algorithmes dépassaient les spécialistes humains. Analyse d'images, prédiction de risques, aide à la décision thérapeutique, préparation d'opérations complexes. Les machines apprenaient vite, très vite. Elles ne se fatiguaient pas, elles ne doutaient pas. Elles n'avaient pas de mauvais jours. Face à cela, son sentiment d'inutilité grandissait. Elle repensait aux années d'études, aux gardes interminables, aux choix personnels sacrifiés. Tout cela pour développer une expertise qu'un programme avait acquise en quelques mois d'entraînement intensif. Les premières semaines, elle a réagi comme beaucoup de professionnels dans sa situation, par la résistance. Elle revérifiait chaque diagnostic, cherchait l'erreur, espérait secrètement un échec de l'algorithme. Elle voulait prouver que l'intuition humaine restait supérieure. Mais les chiffres étaient têtus. La machine se trompait rarement, de moins en moins. Les statistiques du service s'amélioraient, les délais diminuaient, la précision augmentait, les files d'attente se résorbaient. L'administration était ravie. Tout semblait indiquer que la technologie avait gagné, sauf sur un point essentiel, ce que les indicateurs ne montrent jamais. En prenant le temps de lire les retours des patients, elle a découvert une autre réalité. Les plaintes ne concernaient ni les traitements ni les résultats médicaux. Elles parlaient d'autre chose, d'un malaise diffus, d'un sentiment de déshumanisation. Les patients disaient se sentir pressés, peu écoutés. Ils avaient l'impression d'être analysés, mais pas compris. Le médecin regardait l'écran, pas la personne. La consultation était efficace, mais froide. La machine avait pris en charge l'essentiel du travail technique, collecte, comparaison, interprétation des données. Mais le temps ainsi libéré n'avait pas trouvé de nouveau sens. Les médecins continuaient à travailler comme avant, simplement plus vite. La peur d'être remplacée avait enfermé la cardiologue dans une vision étroite. Elle voyait la technologie comme une perte. Elle ne voyait pas encore ce qu'elle lui offrait, du temps, de la disponibilité, une autre forme de valeur. Le tournant est survenu lors d'un cas complexe. Un patient cumulant plusieurs pathologies cardiaques. L'intelligence artificielle a établi un diagnostic précis en quelques instants. Tout était clair sur le plan médical. Mais quand la cardiologue a commencé à expliquer la situation, à traduire les termes techniques, à répondre aux questions, le patient s'est mis à pleurer. Pas de peur, de soulagement. Après des mois d'examen et d'incertitude, quelqu'un prenait enfin le temps de lui parler simplement. Il ne pleurait pas à cause du diagnostic. Il pleurait parce qu'il se sentait enfin accompagné.
À cet instant, quelque chose s'est déplacé en elle. Elle ne jouait pas le bon jeu. La machine avait fait ce pour quoi elle avait été conçue, traiter l'information. Elle, en revanche, faisait autre chose. Elle donnait du sens, elle rassurait, elle aidait à comprendre et à accepter. Elle a compris qu'elle se battait sur le mauvais terrain. L'intelligence artificielle ne cherchait pas à être humaine, et elle n'avait aucune raison d'essayer d'être une machine. À partir de là, sa posture a changé. Elle a cessé de voir l'outil comme un rival et a commencé à l'utiliser comme un allié. L'algorithme analysait, classait, signalait les points critiques. Elle se concentrait sur l'essentiel, la relation. Elle a appris à expliquer des diagnostics complexes avec des mots simples, à travailler avec l'anxiété des patients, à inclure les proches dans la compréhension de la maladie, à élaborer des plans de traitement réalistes, adaptés aux contraintes de chaque personne. Le temps autrefois consacré à l'analyse technique est devenu un temps d'échange. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Les patients suivaient mieux les traitements. Les rechutes diminuaient. Les hospitalisations répétées reculaient. Les retours changeaient radicalement. On ne parlait plus seulement de compétences, mais d'écoute, de confiance, de soutien. Quelques mois plus tard, elle m'a confié qu'elle ne s'était jamais sentie aussi utile. La technologie ne l'avait pas remplacée. Elle lui avait permis d'exercer enfin pleinement son métier. La première base de la solidité professionnelle, apprendre à se transformer. Cette histoire illustre la première grande clé pour rester pertinent dans un monde en mutation rapide, la capacité d'apprentissage profond. Pas l'apprentissage technique au sens classique, mais la capacité à redéfinir sa place lorsque le cadre change. Elle n'a pas appris à utiliser un nouvel outil. Elle a appris à devenir médecin dans un monde où le diagnostic est automatisé. Elle a développé des compétences longtemps considérées comme secondaires, mais devenues centrales. Pédagogie, communication, accompagnement, motivation. Aujourd'hui, apprendre ne signifie plus seulement ajouter des compétences. Cela signifie parfois en abandonner. Laisser derrière soi une ancienne définition de son rôle pour en construire une nouvelle. La véritable capacité d'apprentissage consiste à accepter que ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément demain. À comprendre qu'un métier n'est pas une liste de tâches, mais une valeur rendue à d'autres. Elle aurait pu s'accrocher à son ancienne posture et devenir progressivement marginale. Elle a choisi la transformation. Et cette transformation lui a offert un niveau de réalisation professionnelle supérieur à tout ce qu'elle avait connu. Quand apprendre devient une posture. Dans un monde où la technologie progresse sans pause, résister est rarement une solution. Chaque automatisation enlève une tâche, mais ouvre un espace. Encore faut-il le voir. Développer sa capacité d'apprentissage commence par un travail intérieur. Identifier ses peurs. Peur de perdre son statut. Peur de ne plus être expert. Peur de devoir recommencer. Puis vient la question essentielle. Qu'est-ce que cette transformation rend possible pour moi? L'apprentissage réel passe par l'expérimentation. Tester de nouvelles approches. Sortir les routines. Observer les effets. Ajuster. Il passe aussi par la réflexion. Tirer des leçons de chaque expérience, comprendre ce qui fonctionne et pourquoi. Enfin, il devient durable lorsqu'il s'inscrit dans la régularité. Apprendre cesse d'être un effort ponctuel. Cela devient une manière d'être. Les machines continueront à progresser. C'est inévitable. Elles prendront en charge toujours plus de tâches techniques, mais chaque fonction automatisée libère du temps, de l'attention, de l'énergie humaine. Celui qui apprend à utiliser cet espace restera indispensable, parce que les machines peuvent remplacer des compétences. Mais elles ne remplaceront jamais notre capacité à évoluer. Chapitre 2. Les diamants brillent, les émotions décident. Quand elle s'est assise face à moi, j'ai reconnu ce regard. Celui des personnes qui sentent que leur monde, jusque-là solide et cohérent, est en train de se fissurer. Consultante dans une boutique de joaillerie haut de gamme, elle incarnait parfaitement son métier. Élégance naturelle, sens aigu du détail, intuition fine des attentes des clients. Les clientes la recommandaient,
La direction la mettait en avant, ses résultats avaient longtemps été excellents. Et pourtant, elle avait peur. En moins de 2 ans, les ventes de la boutique avaient chuté de près de 40%. Pas à cause d'une baisse de qualité, ni d'un mauvais emplacement. Simplement parce que les habitudes avaient changé. Les clients achetaient de plus en plus en ligne. Même ceux qui entraient encore en boutique pour voir, toucher, essayer, finissèrent par commander le même bijou sur Internet, souvent moins cher. La direction parlait désormais ouvertement de restructuration, de réduction d'effectifs, voire d'un passage progressif à un modèle principalement en ligne. Pour elle, chaque réunion ressemblait à un avertissement. Elle se sentait dépassée. Comme si tout ce qui faisait la noblesse de son métier était devenu inutile. Son savoir-faire reposait sur l'expérience. Créer une atmosphère, raconter l'histoire d'un bijou, comprendre à qui il était destiné, accompagner un moment important. Or, dans un monde dominé par les comparateurs de prix et les avis clients, ces compétences semblaient invisibles. Mais ce qui la touchait le plus n'était pas la baisse des ventes, c'était la transformation des clients. Avant, l'achat d'un bijou était un rituel. On prenait le temps, on parlait, on hésitait, on rêvait. Les gens partageaient leurs projets, leurs émotions, leurs intentions. Aujourd'hui, beaucoup entraient avec impatience, regardaient rapidement, posaient quelques questions mécaniques, puis repartaient. La visite n'était plus un moment, seulement une étape. Cette histoire m'a frappé, car elle illustre à quel point même les univers que l'on croit intemporels peuvent être bouleversés en quelques années. Et surtout, elle montre que la vraie question n'est jamais « Comment lutter contre le changement ?» mais « Comment s'y adapter sans perdre ce qui fait ma valeur ?» Quand l'expertise devient invisible. Face à la crise, sa première réaction a été logique. Elle a travaillé encore plus. Elle connaissait déjà parfaitement les collections, mais elle est allée plus loin. Elle a mémorisé chaque détail technique, chaque pierre, chaque procédé de fabrication. Elle peaufinait ses discours, rendait ses présentations encore plus fluides, plus professionnelles. Elle se disait « Si je deviens irréprochable, ils resteront ». Mais rien ne changeait. Les clients arrivaient désormais ultra informés. Ils avaient lu des articles, regardé des vidéos, comparé des dizaines de modèles. Certains citaient même des termes techniques avec assurance. Ils ne venaient plus chercher de l'information. Ils l'avaient déjà. Progressivement, elle a compris une chose dérangeante. L'expertise seule ne suffisait plus. Ce qui avait été pendant des années son principal atout était devenu un prérequis banal. Le déclic est venu lors d'une situation apparemment ordinaire. Un jeune couple est entré pour choisir des alliances. Ils avaient fait leur devoir. Modèle précis, taille exacte, budget défini. Tout semblait simple, presque trop. Lors de l'essayage, elle a observé la jeune femme. Son sourire était crispé. Son regard fuyait légèrement le miroir. Le bijou correspondait parfaitement à ce qu'ils avaient prévu, mais quelque chose ne fonctionnait pas. Elle l'a senti immédiatement. Sur Internet, personne ne peut voir comment une main se tient, comment une bague dialogue avec une gestuelle, comment un bijou s'intègre à une identité. Les algorithmes ne perçoivent ni l'harmonie ni le malaise. Au lieu de conclure rapidement la vente, elle a fait quelque chose de risqué. Elle a proposé de faire une pause, de mettre de côté le choix initial. Elle a posé des questions différentes. Leur histoire, leur manière de vivre, leur goût profond, leur vision du mariage. Elle a écouté sans chercher à vendre. Puis elle a présenté d'autres modèles, totalement différents, plus chers, hors de leur plan initial. Quand la jeune femme a passé l'une de ces alliances, elle s'est figée. Puis elle a souri. Et elle a pleuré. Pas par émotion forcée, mais parce qu'elle se reconnaissait enfin dans ce qu'elle voyait. Ils ont acheté les alliances. Puis, un bijou pour la mère de la mariée. Et surtout, ils sont revenus. Et ils ont parlé d'elle à d'autres. Ce jour-là, elle a compris une vérité fondamentale. Elle n'était pas en concurrence avec Internet sur le même terrain. Elle ne vendait pas des bijoux. Les boutiques en ligne vendent des objets. Rapidement. Efficacement.
à bon prix. Elle offrait autre chose. Elle offrait la certitude d'un choix juste, l'émotion d'un moment, la sensation intime que ce bijou raconterait une histoire, leur histoire. À partir de cette prise de conscience, tout a changé. Elle a cessé de lutter contre Internet. Elle a commencé à l'utiliser. Les clients arrivaient-ils informés? Parfait. Cela lui permettait d'aller directement là où elle apportait une valeur unique, la personnalisation. Elle a transformé son approche. En quelques minutes, elle apprenait à identifier le style, les valeurs, l'intention réelle derrière l'achat. Elle a travaillé l'art du récit. Chaque bijou devenait un symbole, un message, un fragment de vie. Elle ne présentait plus des produits, mais des possibilités. Elle a aussi cessé de se battre sur le terrain du prix. Au lieu de justifier, elle expliquait. La différence entre acheter un bijou et choisir un bijou. Entre posséder un objet et vivre un moment sans regret. Quand les clients comprenaient cela, la comparaison de prix perdait de son importance. Ce qu'ils payaient, ce n'était pas seulement une matière précieuse, mais une tranquillité émotionnelle. En moins d'1 an, ses résultats ont dépassé ceux de ses collègues. Mais surtout, son métier avait changé de nature. Elle n'était plus vendeuse. Elle était devenue conseillère en moments importants. S'adapter sans se renier. Cette histoire illustre la deuxième grande capacité essentielle pour traverser les mutations actuelles. L'adaptabilité. Pas celle qui consiste à se plier, à s'effacer ou à devenir quelqu'un d'autre, mais celle qui permet de trouver de nouvelles manières d'être pleinement soi. Elle n'a jamais renoncé à ce qui faisait sa force. Son sens esthétique, son attention aux détails, sa capacité à ressentir les autres. Elle a simplement déplacé ses qualités vers un autre usage. Avant, elle servait à mettre en valeur des produits. Désormais, elle servait à comprendre des personnes. La vraie adaptabilité commence toujours par une question simple et exigeante. Qu'est-ce qui, en moi, a une valeur durable? Pas ce qui peut être automatisé. Pas ce qui peut être appris en quelques clics. Mais ce qui relève de la sensibilité, du jugement, de la relation. Dans son cas, 2 qualités se sont imposées, l'empathie et le sens du beau. La première lui permettait de comprendre ce que le client cherchait vraiment, rarement un bijou, presque toujours une manière d'exprimer quelque chose. La seconde lui permettait de proposer des solutions qu'aucun algorithme ne pouvait générer. Mais reconnaître ses forces n'est que la première étape. Encore faut-il apprendre à les utiliser dans un contexte nouveau. Elle a dû développer des compétences qu'on ne lui avait jamais demandées auparavant. Psychologie de l'achat, gestion des émotions, construction d'une relation de confiance durable. Le plus difficile n'a pas été d'apprendre. Le plus difficile a été de lâcher ses anciennes certitudes. L'idée que son rôle était de vendre. L'idée qu'un bon professionnel devait d'abord être un expert technique. Le jour où elle a compris que son vrai rôle était d'aider les gens à faire des choix importants avec sérénité, tout s'est ouvert. Transformer la crise en révélateur. À première vue, la crise du commerce physique ne proposait que des menaces. Baisse des ventes, pression sur les marges, comparaison permanente avec le numérique. Mais en y regardant de plus près, chaque difficulté contenait une information précieuse. Les clients arrivaient mieux informés. Cela permettait d'avoir des conversations plus riches. Ils comparaient les prix. Cela obligeait à clarifier la valeur du service. La concurrence s'intensifiait. Elle révélait enfin ce qui rendait l'expérience en boutique irremplaçable. Elle a compris que les clients du segment premium ne recherchaient là plus seulement un produit. Ils voulaient une expérience, se sentir unique, être compris, participer à quelque chose de personnel. Cela a ouvert de nouvelles perspectives, consultations privées, accompagnement pour des événements importants, création sur mesure, conseils de style globaux. Les mêmes qualités, mais dans des formes nouvelles. Peu à peu, son activité a débordé du cadre de la boutique. Elle a commencé à collaborer avec des wedding planners, des stylistes, des organisateurs d'événements. Son regard sur le bijou, mais aussi sur l'image et la symbolique, devenait précieux ailleurs. 2 ans après le début de la crise, ses revenus avaient augmenté. Mais surtout,
Son travail avait gagné en profondeur. Chaque journée était différente. Chaque client apportait une histoire nouvelle. Développer l'adaptabilité comme une compétence. L'adaptabilité n'est pas un trait de caractère réservé à quelques privilégiés, c'est une compétence qui se construit. Tout commence par un changement de rapport à l'incertitude. Là où beaucoup voient une menace, l'esprit adaptatif voit un espace d'exploration. Cela demande de sortir de la logique du contrôle pour entrer dans celle de l'expérimentation. Commencez petit. Modifiez volontairement certaines habitudes. Essayez une autre manière de travailler, même imparfaite. Le but n'est pas de réussir immédiatement, mais d'entraîner votre flexibilité. Explorez des domaines voisins. Elle ne s'est pas limitée à la joaillerie. Elle s'est intéressée à la psychologie, au style, à la culture visuelle. Ces détours ont enrichi son approche. Observez ce qui fonctionne ailleurs. Les meilleures idées viennent souvent d'autres secteurs. Le luxe expérientiel, la mode, l'événementiel lui ont offert des clés qu'elle n'aurait jamais trouvées dans son univers initial. Renforcez vos compétences relationnelles. Plus les tâches techniques sont automatisées, plus la capacité à comprendre, écouter et créer du lien devient centrale. Enfin, osez redéfinir votre métier. Tant qu'elle se voyait comme une vendeuse de bijoux, ses options étaient limitées. Lorsqu'elle s'est perçue comme une créatrice de moments significatifs, le champ des possibles s'est élargi. Faire des changements un levier. Chaque problème contient un indice sur ce qui doit évoluer. Les plaintes ne sont pas des attaques, mais des indications. Les crises ne sont pas des fins, mais des signaux. Analysez ce qui change dans votre secteur. Cherchez systématiquement ce que vous perdez et ce que vous pouvez gagner. Inspirez-vous des adaptations réussies dans d'autres domaines. Testez de nouveaux formats, même imparfaits. Élargissez votre réseau vers des professions complémentaires. L'histoire de cette consultante le montre clairement. L'adaptabilité n'est pas une réaction de survie. C'est une stratégie consciente. Une manière de transformer l'instabilité en avantage. Le monde continuera de changer. Plus vite, plus souvent. Ceux qui s'accrochent à une définition figée de leur métier s'épuiseront. Ceux qui apprennent à se réinventer sans se renier découvriront une valeur nouvelle. Et c'est là que naît la vraie richesse. Chapitre 3. Être enseignant quand l'information est partout. Elle est arrivée complètement désorientée. Professeure d'anglais depuis des années, investie, consciencieuse, elle avait toujours cru que transmettre un savoir suffisait. Or, ses étudiants entraient désormais en cours après avoir déjà tout vu sur Internet. Vidéos, applications, mini-formations en ligne. Ils posaient des questions plus pointues que le programme, contestaient le manuel, proposaient d'autres explications. Au début, elle y a vu un signe positif, des élèves curieux, impliqués, actifs. Puis un doute s'est installé. Pourquoi payer des cours quand tout est gratuit en ligne ? Pourquoi écouter un professeur quand un vidéaste explique la même chose de manière plus dynamique ? Le coup le plus dur est arrivé un jour banal. En plein cours, alors qu'elle expliquait une notion, un étudiant a sorti son téléphone et lancé une vidéo pour la montrer aux autres. « Regardez, ici c'est super clair », a-t-il dit sans malveillance. Pour elle, ce fut une claque. La fausse concurrence. La crise de l'éducation est visible partout. L'information n'a jamais été aussi accessible. On peut apprendre une langue, la programmation ou l'économie gratuitement, à toute heure, depuis n'importe où. Les plateformes sont rapides, attractives, efficaces. Face à cela, beaucoup d'enseignants se sentent menacés. À quoi servent-ils encore si le savoir est à portée de clic ? Ma cliente s'est posé la même question. Elle a même envisagé d'arrêter. Mais en observant attentivement ses étudiants, elle a fait une découverte déterminante. Oui, ils connaissaient les règles. Oui, ils comprenaient la théorie. Mais ils n'osaient pas parler. Ils savaient expliquer un point de grammaire, mais perdaient leurs moyens dans une conversation réelle. Ils comprenaient l'anglais sans savoir l'utiliser. Les vidéos donnaient de l'information. Elles ne construisaient pas de compétences. À cet instant, elle a compris qu'elle se battait sur le mauvais terrain. De l'information à la transformation.
Les plateformes transmettent du contenu. Elles développaient des capacités. Les vidéos expliquent. Elles faisaient pratiquer. Les cours en ligne proposent des solutions standardisées. Elle travaillait avec des personnes réelles, chacune avec ses objectifs, ses blocages, son rythme. La valeur de son travail n'était pas dans ce qu'elle expliquait, mais dans ce qu'elle rendait possible. Cette prise de conscience a changé sa manière d'enseigner. Elle s'est posé une question simple. Pourquoi mes étudiants apprennent-ils l'anglais? La réponse n'était ni la grammaire ni le vocabulaire. C'était des moyens, pas des finalités. Ils voulaient parler avec assurance, évoluer professionnellement, voyager sans stress, accéder à plus d'opportunités. À partir de là, elle a cessé d'enseigner un programme. Elle a commencé à accompagner des objectifs. Changer l'approche, pas le métier. Concrètement, tout a évolué. Au lieu de commencer par des règles abstraites, elle partait de situations réelles. Une réunion, un entretien, une discussion informelle. La grammaire venait ensuite comme un outil nécessaire, pas comme un point de départ. Les listes de vocabulaire ont laissé place à des problèmes à résoudre. Convaincre, expliquer, négocier, raconter. Les mots devenaient utiles immédiatement. Les exercices mécaniques ont été remplacés par des mises en situation, des jeux de rôle, des échanges vivants. Les erreurs n'étaient plus sanctionnées, mais utilisées pour progresser. Surtout, elle a cessé de traiter ses étudiants comme un groupe uniforme. Chacun avait un objectif différent. Chacun suivait désormais un parcours personnalisé. Les comparaisons avec les vidéos ont disparu, transformé l'ennemi en allié. Le plus intéressant, c'est qu'elle n'a pas rejeté les cours en ligne. Elle les a intégrés. Les étudiants apprenaient la théorie chez eux grâce à des vidéos. En classe, le temps était consacré à ce que la technologie ne peut pas offrir, la pratique, l'interaction, la correction immédiate, le soutien. Les plateformes faisaient la préparation, elles faisaient la transformation. Résultat, plus d'engagement, plus de progrès, plus de fidélité. Les étudiants ne la comparaient plus à Internet, car ils recevaient quelque chose d'unique. Identifier sa vraie valeur. Cette histoire illustre une règle fondamentale. Dans un monde saturé d'informations, la valeur ne réside plus dans le savoir, mais dans l'impact. Pour le comprendre, elle a analysé les résultats concrets de son travail. Pas le nombre de cours donnés, mais les changements réels chez ses étudiants. Qu'est-ce qui avait évolué dans leur vie? Qu'osaient-ils faire aujourd'hui qu'ils n'osaient pas avant? La réponse était claire: confiance, aisance, autonomie. Elle a alors reformulé son rôle. Elle ne disait plus « j'enseigne l'anglais », mais « j'aide les personnes à communiquer avec assurance dans un environnement international ». Ce changement de perspective a tout transformé. Redéfinir sa place à l'ère du numérique. Elle a ensuite passé en revue ses tâches quotidiennes et les a classées en 3 catégories. Celles que la technologie peut faire, celles qui relèvent de l'expertise, celles qui nécessitent une présence humaine. Les premiers ont été délégués aux outils. Les secondes ont été enrichies de contexte et de pédagogie. Les troisièmes sont devenus le cœur de son métier. Elle a cessé de mesurer sa valeur par le processus, elle l'a mesurée par les résultats. La leçon clé. Dans un monde où l'information est gratuite, la connaissance ne suffit plus. La valeur se crée dans l'application, le contexte et l'accompagnement. Les machines diffusent du contenu. Les humains transforment des vies. Celui qui comprend cela ne se sent plus menacé par la technologie. Il l'utilise. Il cesse de défendre son ancien rôle et commence à incarner une valeur nouvelle. Et c'est ainsi que, même à l'ère des vidéos, l'enseignant ne disparaît pas. Il devient plus essentiel que jamais. Chapitre 4. Le créateur face à sa propre création. Il est venu me voir avec une inquiétude presque ironique. Ingénieur en intelligence artificielle, il passait ses journées à concevoir des systèmes capables d'automatiser le travail humain. Analyste, traducteur, journaliste. Ces algorithmes faisaient gagner du temps, réduisaient les coûts, amélioraient la performance. Et pourtant, une peur grandissait en lui. Plus ces modèles devenaient performants, plus une question l'obsédait.
Que se passera-t-il le jour où l'intelligence artificielle écrira du code mieux que moi? Le déclic est survenu lorsqu'un de ses propres systèmes a proposé une optimisation qu'il n'a pas comprise immédiatement. La solution était élégante, efficace, mais opaque. Pendant un instant, il a eu le sentiment d'être dépassé par ce qu'il avait lui-même créé. Ce doute n'était pas seulement technique, il touchait à son identité professionnelle. Le paradoxe de ceux qui construisent le futur. Son histoire révèle un paradoxe typique de notre époque. Ceux qui créent les technologies de remplacement craignent d'être remplacés à leur tour. Mais en observant son travail avec honnêteté, il a fait une découverte essentielle. Il passait finalement peu de temps à écrire du code. L'essentiel de son énergie était consacré à comprendre les problèmes à résoudre, à dialoguer avec des clients incapables de formuler clairement leurs besoins, à traduire des enjeux métiers en solutions techniques et à expliquer ce que la technologie pouvait ou ne pouvait pas faire. L'intelligence artificielle pouvait générer du code, mais elle ne savait pas quel problème résoudre. Elle pouvait optimiser des paramètres, mais elle ne comprenait pas le contexte humain derrière ses choix. Il a alors compris son véritable rôle. Il n'était pas seulement développeur. Il était un lien entre la technologie et les personnes qui l'utilisent. Et plus les systèmes devenaient complexes, plus ce rôle devenait précieux. Redéfinir sa valeur. Ses craintes étaient compréhensibles. Les systèmes capables d'écrire du code progressent rapidement. Mais une prise de conscience a tout changé. Sa valeur ne résidait pas dans sa capacité à programmer, mais dans sa compréhension de la manière dont la technologie répond à des besoins humains. Il a cessé de se présenter comme un simple ingénieur. Il a commencé à se positionner comme un spécialiste de l'interaction entre les humains et les technologies. Il a développé des compétences rarement enseignées dans les formations techniques, expliquer des algorithmes complexes avec des mots simples, présenter des idées à des décideurs non techniques, écouter les utilisateurs, comprendre leurs peurs et leurs attentes. Progressivement, ses clients ont changé de regard. Ils ne lui demandaient plus seulement comment implémenter une solution, mais quelle solution avait du sens. La force d'une communication honnête. Une qualité est devenue sa signature. Une communication claire et authentique. Au lieu de survendre ses systèmes, il parlait ouvertement de leurs limites. Il expliquait les risques en même temps que les bénéfices. Dans un univers saturé de promesses excessives, cette honnêteté inspirait la confiance. Il remplaçait les affirmations absolues par des estimations réalistes. Il préférait dire « Le système peut réduire les erreurs d'environ tant de pourcents selon certaines conditions », plutôt que promettre une perfection impossible. Il utilisait des exemples concrets, parlait en résultats mesurables, expliquait pourquoi un algorithme prenait telle décision. Il levait ainsi le voile sur la fameuse « boîte noire » qui inquiète tant les non-spécialistes. Peu à peu, la méfiance des clients a laissé place à la confiance. De technicien à partenaire. En moins d'un an, sa position professionnelle a évolué. Ses revenus ont augmenté, mais surtout, la nature de son travail a changé. On ne venait plus le voir pour installer une technologie, mais pour réfléchir à des choix stratégiques. Il n'était plus perçu comme un créateur d'algorithmes, mais comme un partenaire capable de relier technologie, réalité humaine et objectifs concrets. Cette transformation a dissipé sa peur. Il avait déplacé sa valeur vers un espace que les machines ne peuvent occuper. Le jugement, le contexte, la relation, la confiance. La leçon du créateur. Cette histoire rappelle une vérité simple. Plus la technologie progresse, plus la valeur humaine se déplace. Les machines excellent dans l'exécution. Les humains restent indispensables dans la compréhension. Celui qui se définit uniquement par une compétence technique sera tôt ou tard concurrencé. Celui qui développe sa capacité à expliquer, contextualiser et relier restera essentiel. Créer de l'intelligence artificielle est une prouesse technique. Créer de la confiance autour de cette intelligence est une compétence profondément humaine. Et c'est là que se joue l'avenir. Chapitre 5. L'architecte du futur. Il est venu me voir à un moment où ses certitudes professionnelles s'étaient effondrées. Architecte depuis plus de 12 ans, il concevait des ensembles résidentiels avec rigueur et passion.
Mais le paysage avait changé. Les nouveaux outils d'intelligence artificielle produisaient des plans en quelques minutes. Les calculs de charge étaient instantanés. Les logiciels de design génératif proposaient des formes audacieuses auxquelles il n'aurait jamais pensé seul. Le choc a été brutal le jour où un client lui a montré un projet de maison généré par une intelligence artificielle. « Vous pourriez faire quelque chose comme ça ?» Il a hésité avant de répondre. Techniquement, oui. Mais là où la machine avait mis quelques minutes, il lui aurait fallu plusieurs semaines. Ce n'était pas seulement une question de vitesse, c'était une remise en cause de sa valeur. Quand la créativité semble automatisable. La crise qu'il traversait reflétait une inquiétude partagée par de nombreux créatifs. Si une machine peut produire des idées, assembler des formes et optimiser des solutions, que reste-t-il à l'humain? La réponse est apparue lors d'un projet apparemment banal. Une famille souhaitait faire construire sa maison. Il leur a présenté, comme souvent désormais, un projet généré par une intelligence artificielle. Tout y était, proportions équilibrées, circulation fluide, coûts maîtrisés. Pourtant, quelque chose résistait. « C'est bien pensé, mais je ne m'y projette pas », a dit la future propriétaire. « Ce n'est pas notre maison. » Alors l'architecte a changé de registre. Il a posé des questions qu'aucun algorithme ne pose. Comment commence votre journée? Où aimez-vous vous retrouver le soir? Que ferez-vous des objets auxquels vous tenez? Quel endroit de la maison doit vous apaiser? La discussion a duré 1 heure. Et de cette conversation est né un projet totalement différent. Des ouvertures orientées à l'est pour la lumière du matin. Un espace central large parce que les enfants y jouent. Un coin lecture près de la cuisine parce que le père aime lire en cuisinant. La machine avait conçu une maison fonctionnelle. Lui avait imaginé un lieu habité. Ne plus lutter contre la machine. Cette expérience a marqué un tournant. Il a cessé de se comparer aux technologies sur leur terrain. Vitesse, calcul, optimisation, les algorithmes y seraient toujours meilleurs. Il a donc changé de posture. L'intelligence artificielle est devenue un outil, pas un rival. Il s'en servait pour générer des bases, explorer des variantes, tester rapidement des options. Mais la décision finale ne reposait plus sur la technique seule. Il s'est recentré sur la compréhension des personnes, sur la manière dont un espace influence les relations, l'humeur, le quotidien. Il a approfondi sa connaissance de la psychologie de l'habitat, de la lumière, des volumes, des usages. Surtout, il a appris à reformuler les demandes. Plus « combien de chambres ?» mais « comment vivez-vous ensemble ?» Plus « quel style ?» mais « où vous sentez-vous vraiment chez vous ?» Dans un monde dominé par les algorithmes, sa créativité s'est déplacée. Elle ne résidait plus dans la forme pure, mais dans la capacité à relier un espace à une histoire humaine. Apprivoiser l'incertitude. Il a aussi compris que l'incertitude n'était plus une phase temporaire, mais une donnée permanente. Au lieu de la subir, il a décidé de la structurer. Il a mis en place une méthode simple, réfléchir régulièrement à 3 scénarios possibles pour l'évolution de son métier. Un scénario favorable, où la technologie reste un outil d'aide et renforce le rôle de l'architecte. Un scénario intermédiaire, où les tâches techniques sont largement automatisées et où l'architecte devient avant tout un conseiller créatif. Un scénario plus radical, où seuls les projets uniques nécessitent encore une intervention humaine. Pour chacun, il a défini des actions concrètes, compétences à développer, formation utile, réseau à entretenir. Ce travail a transformé son rapport à l'avenir. Au lieu d'un flou anxiogène, il voyait plusieurs chemins possibles. Quand les changements survenaient, il ne paniquait plus. Il ajustait simplement sa trajectoire. Retrouver une base intérieure solide. Pour renforcer sa stabilité, il a entrepris un travail d'inventaire personnel. Il a listé toutes ses compétences sans hiérarchie, techniques, relationnelles, organisationnelles. Puis il les a classées. Celles utiles dans presque tous les métiers, celles transférables à d'autres domaines, celles strictement liées à l'architecture. Le résultat l'a surpris. Les compétences purement techniques représentaient une minorité. La majorité de ses atouts étaient adaptables ailleurs.
Il a ensuite observé ce qui lui donnait de l'énergie, l'échange avec les clients, la recherche de solutions sur mesure, le moment où un projet prend sens. Et ce qui l'épuisait, la paperasse, les calculs répétitifs, les validations interminables. Il a réorganisé son travail en conséquence, laissant aux outils ce qui le vidait et gardant pour lui ce qui le nourrissait. Enfin, il a regardé son passé. À chaque crise traversée, les mêmes qualités l'avaient aidé. Curiosité, capacité à apprendre, créativité face aux contraintes. Rien n'indiquait que cela ne fonctionnerait plus. Ce qui demeure. L'histoire de cet architecte montre que la stabilité professionnelle ne vient pas de la résistance au changement, mais de la capacité à s'appuyer sur ce qui, en nous, ne disparaît pas. Les technologies transforment les outils. Elles ne remplacent ni le besoin de sens, ni le désir de se sentir chez soi. Celui qui comprend cette différence ne cesse pas d'être créateur. Il change simplement de manière de créer. Si vous sentez que ce sujet est vraiment actuel pour vous en ce moment, écrivez dans les commentaires le mot « actuel ». Chapitre 6. Au-delà des chiffres et des lignes de code. Elle est arrivée chez moi profondément déstabilisée. Graphiste depuis plusieurs années, reconnue pour son sens esthétique et sa rigueur, elle avait l'impression que son métier se vidait de sa substance. En l'espace d'1 an, des réseaux neuronaux avaient appris à produire des illustrations qui lui prenaient autrefois plusieurs jours de travail. Les clients posaient désormais une question qui la laissait sans voix. Vous pouvez faire comme l'intelligence artificielle, mais plus vite et moins cher. Le choc le plus rude est venu d'un client fidèle. Il lui a montré un logo généré automatiquement en quelques minutes. « J'aime bien. Vous pouvez l'améliorer ?» Elle a passé une demi-journée à retoucher une création qui n'était pas la sienne, pour une rémunération dérisoire. Ce jour-là, elle a compris que le problème n'était pas seulement économique. C'était une crise de sens, quand la technologie semble gagner la partie. Comme beaucoup de créatifs, elle a d'abord essayé de résister. Elle soulignait les erreurs des générateurs d'images, pointait leur manque de finesse, expliquait pourquoi un humain ferait toujours mieux. Mais à chaque mise à jour, les défauts disparaissaient. Les visuels devenaient plus cohérents, plus attractifs, plus crédibles. Le véritable tournant est arrivé lors d'un projet de branding. Le client est arrivé avec une dizaine de logos générés par une IA et lui a demandé d'en sélectionner un. Tous étaient techniquement réussis, et tous semblaient interchangeables. Elle a alors posé une question que personne n'avait encore posée. Quelle est l'histoire de votre entreprise ? Le responsable marketing a parlé d'une société familiale, présente depuis 30 ans, bâtie sur la confiance, la durabilité et la relation personnelle avec chaque client. Il n'avait jamais cherché l'effet spectaculaire, mais la cohérence et la fiabilité. Aucun des logos ne racontait cela. Ils étaient beaux, modernes, efficaces, mais vides de sens. C'est à ce moment-là que la différence est devenue évidente. L'intelligence artificielle génère des images à partir d'instructions. L'être humain crée des symboles à partir d'un contexte. Comprendre ce que la machine ne voit pas. Ce projet a marqué un basculement. Elle a cessé de se battre contre les algorithmes et a commencé à observer leurs limites. Les images produites étaient correctes sur le plan visuel, mais incapables de traduire une identité, une culture, une émotion. Elle a compris que son véritable rôle n'était pas de produire des images, mais de donner une direction. De transformer une histoire, des valeurs et des objectifs en langage visuel. Ce jour-là, un nouveau logo est né. Moins spectaculaire au premier regard, mais profondément aligné avec l'âme de l'entreprise. Et, paradoxalement, bien plus puissant. La machine avait fourni des formes. Elle avait créé du sens. Transformé la menace en levier. À partir de cette prise de conscience, son approche a radicalement changé. Elle a cessé de voir les outils d'intelligence artificielle comme des concurrents. Elle a commencé à les utiliser comme des amplificateurs. La première évolution a concerné la phase d'idéation. Là où elle passait auparavant des heures à chercher des pistes, elle utilisait désormais l'IA pour générer rapidement une multitude de propositions. Besoin de palettes de couleurs ? Des dizaines de variantes instantanées.
Besoin de composition? Une profusion de structures possibles. Besoin de références stylistiques? La machine explorait en quelques secondes ce qui lui aurait pris des jours. L'intelligence artificielle devenait son assistant de brainstorming. Mais le plus intéressant, c'est que les propositions les plus génériques lui montraient précisément ce qu'il fallait éviter. Les solutions trop lisses, trop prévisibles, devenaient des contre-exemples, des points de départ pour aller plus loin. Le temps ainsi libéré, elle l'a consacré à ce que la machine ne sait pas faire: comprendre les besoins profonds du client, analyser la cible, créer une connexion émotionnelle entre une marque et son public. Elle n'était plus une exécutante graphique. Elle devenait une consultante en communication visuelle. Repositionner sa valeur. Les clients ont rapidement perçu la différence. Ils recevaient davantage de propositions, plus rapidement, mais surtout des propositions cohérentes et argumentées. Elle ne présentait plus des visuels, mais des choix réfléchis. Elle expliquait pourquoi une couleur évoquait la confiance, pourquoi une typographie renforçait la proximité, pourquoi une composition guidait le regard. Elle ne vendait plus une image, mais une intention. Son rôle s'est clarifié. Elle aidait les entreprises à être comprises visuellement, pas simplement à être vues. Une collaboration structurée avec l'intelligence artificielle. Pour pérenniser cette nouvelle posture, elle a structuré sa manière de travailler avec les algorithmes. Tout commençait par une phase exclusivement humaine: comprendre le problème. Entretien avec le client, analyse de la cible, étude du contexte culturel et concurrentiel. À ce stade, aucune image n'était produite. Il s'agissait de poser les bonnes questions. Venait ensuite la phase de génération. L'IA produisait de nombreuses pistes, explorait différents styles, testait des directions variées. Cette abondance n'était pas une fin en soi, mais une matière première. Puis venait l'étape clé: le tri. La machine ne comprend pas le sens. Elle peut produire du beau et de l'inapproprié en même temps. Le rôle de la designer était de sélectionner non pas ce qui impressionne, mais ce qui correspond réellement aux besoins. Les concepts retenus étaient ensuite retravaillés en profondeur. Elle y ajoutait des références, des symboles, une cohérence émotionnelle. L'IA pouvait aider sur les déclinaisons techniques, mais la direction restait humaine. Enfin, elle présentait le travail en expliquant la logique des choix. Cette étape transformait la perception du client. Il ne voyait plus un visuel, mais une solution pensée pour lui. Savoir déléguer sans se déposséder. Avec l'expérience, elle a défini des règles simples. Tout ce qui touche à l'identité, aux émotions, aux références culturelles reste humain. Un logo principal, une identité de marque, une communication sensible ne peuvent pas être laissées à une machine. En revanche, les variantes, adaptations et supports secondaires peuvent être confiés aux algorithmes. Plus l'enjeu est stratégique, plus l'intervention humaine est nécessaire. Plus la tâche est répétitive, plus la machine est pertinente. Avant chaque projet, elle se posait une question simple: qu'est-ce qui compte le plus ici? La rapidité, l'unicité, la précision ou l'optimisation des ressources? La réponse guidait la répartition du travail: créer autrement, pas moins. L'avenir des métiers créatifs ne réside pas dans la confrontation avec la technologie, mais dans la clarté des rôles. Les machines excellant dans la génération et l'exécution. Les humains restent irremplaçables dans la compréhension, le choix et la responsabilité. Elle l'a appris lorsqu'une intelligence artificielle a conçu un logo parfait sur le plan graphique pour une école maternelle, avec une typographie illisible pour des enfants. La machine avait réussi techniquement, mais échoué humainement. Depuis, chaque proposition est passée au crible. Est-elle compréhensible, adaptée au public, cohérente avec le contexte, porteuse du bon message? L'intelligence artificielle est un outil puissant. Mais le sens, lui, reste une responsabilité humaine. Et tant que les marques auront besoin d'être comprises, ressenties et incarnées, la créativité humaine ne disparaîtra pas. Elle changera simplement de forme. Chapitre 7. Ceux qui inventent les métiers de demain. Le fondateur de la start-up s'est assis face à moi avec l'air d'un homme vidé. En 5 ans,
il venait de fermer son troisième projet. Le premier, une application de livraison de repas, avait été écrasé par l'arrivée de géants du marché. Le deuxième, une plateforme de freelance, n'avait pas résisté à la concurrence internationale. Le troisième, un outil d'automatisation pour petites entreprises, s'était révélé trop complexe pour ses utilisateurs. Peut-être que je devrais chercher un travail normal, m'a-t-il dit. J'en ai assez de devoir me réinventer sans cesse. J'aimerais juste un peu de stabilité. Pourtant, au fil de la discussion, une évidence est apparue. Cet homme n'était pas fait pour la stabilité au sens classique. Il voyait naturellement des opportunités là où d'autres voyaient du désordre. Il aimait explorer, tester, créer ce qui n'existait pas encore. Le problème n'était pas l'échec de ses projets, mais la fatigue d'avoir à justifier sans cesse ce mode de vie. Quand le changement est une nature, pas une menace. Son histoire m'a rappelé une vérité essentielle. Dans un monde qui évolue vite, certaines personnes ne s'adaptent pas au changement. Elles vivent dans le changement. Elles ne suivent pas les transformations, elles les provoquent. Mais même ces profils traversent des moments de doute. Sa lassitude ne venait pas tant des projets arrêtés que du regard des autres. Sa famille ne comprenait pas pourquoi il prenait autant de risques. Ses amis associaient la réussite à un revenu stable et à un avenir prévisible. Peu à peu, cette pression sociale avait commencé à l'atteindre. Il se demandait s'il n'avait pas tout simplement fait les mauvais choix. Le déclic est venu quand nous avons cessé de parler de ses échecs pour analyser ce qu'il avait réellement construit. En 5 ans, il avait appris à développer des produits numériques, compris les bases du marketing, explorer la logistique, la comptabilité, la gestion d'équipe, la relation avec des investisseurs. Chaque projet avorté avait été un programme intensif d'apprentissage. Non pas une perte de temps, mais un investissement massif dans ses compétences. Il avait aussi créé des opportunités pour d'autres. Développeurs, designers, marketeurs avaient travaillé dans ses équipes et réutilisé cette expérience ensuite. Il n'avait pas seulement lancé des startups. Il avait généré de la valeur, même lorsque les projets ne survivaient pas. Donner du sens au chaos. Le véritable problème n'était pas l'instabilité, mais l'absence de structure pour en tirer des enseignements. Jusqu'alors, il passait d'un projet à l'autre sans prendre le temps d'analyser ce qui fonctionnait réellement. Nous avons mis en place un cadre simple. Après chaque projet, réussi ou non, il faisait un bilan autour de 4 questions. D'abord, qu'ai-je appris de nouveau? Sur le marché, les utilisateurs, les besoins réels, mais aussi sur lui-même. Ensuite, quelles compétences ai-je développées? Il a découvert qu'il savait désormais tester rapidement des idées, travailler avec peu de moyens, motiver des équipes autour d'une vision et décider dans l'incertitude. Troisième point, quelles relations ai-je construites? Chaque projet élargissait son réseau. Des personnes rencontrées sur un projet revenaient plus tard avec d'autres propositions. Enfin, qu'est-ce qui a changé en moi? Il a pris conscience qu'il était devenu plus résilient, plus lucide, moi effrayé par l'inconnu. Ce simple rituel a transformé le chaos en trajectoire de progression. Les projets n'étaient plus des paris perdus, mais des étapes cohérentes. Faire de l'auto-renouvellement une compétence. Peu à peu, il a compris que sa véritable force était sa capacité à se renouveler, mais pas de manière désordonnée. Il a structuré son développement autour de 3 horizons. Une partie de son temps était consacrée à approfondir ce qu'il faisait déjà, améliorer ses outils, affiner ses méthodes, consolider ses acquis. Une autre partie était dédiée à des domaines connexes, marketing, design, psychologie, stratégie. Ces ponts entre disciplines nourrissaient sa créativité. Enfin, une fraction plus réduite était réservée à des sujets totalement nouveaux, sans lien direct avec ses projets actuels. Ces explorations lointaines devenaient souvent des sources d'idées inattendues. Il complétait ce système par des expériences régulières. Tous les quelques mois, il testait un nouveau rôle, enseigner, écrire, conseiller d'autres entrepreneurs. Chaque essai affinait sa compréhension de ce qu'il voulait vraiment construire. Il a aussi mis en place une boucle de feedback. Il demandait des retours honnêtes à des personnes issues de milieux différents. Cela l'empêchait de s'enfermer dans sa propre vision. Enfin, il tenait un journal de progression.
Chaque semaine, il notait ce qu'il avait appris, modifié, compris. Même dans les périodes calmes, cela rendait son évolution visible. Dessiner sa propre carte de développement. Pour éviter de se disperser, il a créé une carte personnelle de développement. Au centre, ses valeurs fondamentales. Dans son cas, le désir de résoudre des problèmes concrets et d'améliorer la vie des autres. Autour de ce noyau, 4 domaines. Compétences professionnelles, qualités humaines, créativité, équilibre de vie. Pour chacun, il a défini des objectifs précis, mesurables, liés à des actions concrètes. Cette carte était révisée tous les 3 mois. Elle transformait l'apprentissage permanent en processus clair, orienté vers des résultats réels. Il a surtout compris une chose: apprendre sans objectif précis ne fonctionne pas. Ce qui compte, ce sont les compétences immédiatement applicables à des problèmes concrets. Ceux qui créent l'avenir. L'histoire de cet entrepreneur montre que, dans un monde instable, la ressource la plus précieuse n'est pas le savoir accumulé, mais la capacité à apprendre vite et à créer du nouveau. Ces personnes ne cherchent pas la sécurité dans l'immobilité. Elles construisent leur solidité dans l'évolution continue. Elles ne fuient pas l'incertitude, elles l'utilisent comme matière première. À l'ère des technologies puissantes, les machines optimisent l'existant. Les êtres humains restent les seuls capables d'imaginer ce qui n'existe pas encore. Et ce sont précisément ces profils-là qui inventent les métiers de demain. Chapitre 8. Comment apprivoiser ses peurs professionnelles? La peur de perdre son emploi s'est installée partout. Elle traverse les secteurs, les âges et les statuts. En l'espace d'1 an, j'ai vu défiler des dizaines de personnes rongées par la même angoisse, celle d'un avenir professionnel devenu flou. Un cadre redoute d'être dépassé par une génération plus rapide. Une comptable anticipe la disparition de son métier sous l'effet de l'automatisation. Un journaliste se demande comment rivaliser avec des algorithmes capables d'écrire en continu. Derrière des situations différentes, la même question revient. Qu'est-ce que je vais devenir? La réponse n'est jamais figée. Elle se construit, jour après jour, à partir des choix que l'on fait maintenant. La peur en soi n'est pas un problème. Elle est une réaction saine face à l'incertitude. Elle alerte, elle pousse à réfléchir. Mais lorsqu'elle devient permanente, elle se transforme en poison. Elle fige, empêche d'apprendre et réduit notre capacité à agir. Décomposer la peur pour mieux la comprendre. La plupart des gens parlent de leur peur comme d'un bloc. En réalité, elle est faite de plusieurs couches. La plus visible est financière. Perdre son revenu, devoir renoncer à certaines habitudes, mettre en danger l'équilibre familial. Cette peur est concrète, rationnelle et mérite des réponses pratiques. Vient ensuite la dimension sociale. Le travail donne un statut, une reconnaissance, un sentiment d'appartenance. Beaucoup se présentent d'abord par leur profession. Quand celle-ci vacille, l'image de soi est ébranlée. La couche la plus profonde est souvent ignorée. C'est la peur de perdre sa place, son utilité, sa raison d'être. Ce n'est plus seulement « vais-je garder mon emploi ?» mais « est-ce que je compte encore ?» Tant que ces niveaux sont confondus, la peur reste confuse. Les distinguer permet de répondre de manière plus juste, sans chercher à tout régler par une seule solution. Reprendre le contrôle là où c'est possible. La peur se nourrit de l'impuissance. La première étape consiste donc à réintroduire de l'action. Commencez par mettre vos inquiétudes par écrit. Pas pour les dramatiser, mais pour les rendre visibles. Ensuite, pour chacune, posez-vous une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Ce qui ne dépend pas de vous, les décisions d'un marché, l'évolution technologique globale, mérite d'être observé, pas combattu. En revanche, ce qui dépend de vous doit devenir une priorité. Si l'automatisation vous inquiète, identifiez précisément quelles tâches sont concernées et quelles compétences restent humaines. Si la concurrence vous fait peur, analysez vos atouts réels. Expérience, compréhension des situations complexes, capacité à travailler avec les autres. Un plan imparfait vaut toujours mieux qu'une inquiétude sans direction.
Construire une sécurité plus large. Beaucoup associent la sécurité à un poste fixe. En réalité, c'est souvent l'inverse. Dépendre d'une seule source de revenus ou d'un seul rôle rend vulnérable. La véritable sécurité vient de la diversité. Diversité des compétences, des réseaux, des façons d'exercer son savoir-faire. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de créer des alternatives crédibles. Transmettre son expertise, intervenir ponctuellement, collaborer sur des projets annexes, développer un réseau au-delà de son entreprise. Autant de leviers qui réduisent la peur, car ils ouvrent des options. Redonner à la peur sa fonction utile. Plutôt que de lutter contre la peur, il est plus efficace de l'écouter. Elle est souvent un signal, pas une condamnation. Une inquiétude persistante peut indiquer que certaines compétences ont besoin d'être mises à jour. Une peur de la concurrence peut révéler l'absence d'une position claire ou différenciante. Tenir un journal des peurs est un outil simple et puissant. Notez ce qui vous inquiète, à quel moment, dans quel contexte. Après quelques semaines, un schéma apparaît. Certaines peurs reviennent sans cesse et appellent une action. D'autres disparaissent d'elles-mêmes. Ne pas affronter l'incertitude seule. L'isolement amplifie toutes les angoisses. À l'inverse, le partage les rend plus supportables et souvent plus rationnels. Échanger avec des personnes confrontées aux mêmes défis permet de relativiser, de trouver des idées, de se sentir moins seul. Les communautés professionnelles, les groupes d'apprentissage, les échanges informels jouent un rôle essentiel. Lorsque la peur devient envahissante, un accompagnement extérieur peut aussi faire la différence. Non pas pour donner des réponses toutes faites, mais pour structurer la réflexion et sortir de la spirale mentale. Transformer l'incertitude en terrain d'entraînement. L'incertitude ne disparaîtra pas. La question n'est donc pas comment l'éliminer, mais comment apprendre à vivre avec. Cela commence par de petits pas. Accepter de prendre des décisions sans avoir toutes les informations. Tester de nouvelles approches à petite échelle. Sortir volontairement de routines trop confortables. Créer ses propres expériences est une stratégie puissante. Apprendre une nouvelle compétence, explorer un autre rôle, expérimenter un format différent avant d'y être contraint. L'action réduit toujours la peur. Observer les parcours de ceux qui se sont réinventés aide aussi à changer de perspective. Leur point commun n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Démanteler les croyances qui entretiennent la peur. Très souvent, la peur est soutenue par des idées répétées depuis longtemps. Ce n'est plus de mon âge. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas réaliste. La première étape consiste à les repérer. Pendant quelques jours, notez ces pensées sans chercher à les corriger. Ensuite, confrontez-les à des faits. Existe-t-il des personnes qui prouvent le contraire? Presque toujours, la réponse est oui. Enfin, remplacez ces phrases par des formulations plus justes et testables, pas des slogans positifs, mais des hypothèses à vérifier par l'action. Chaque petite réussite affaiblit l'ancienne croyance. Faire de la peur un moteur de transformation. La peur de perdre son travail est compréhensible dans un monde instable, mais elle n'a pas vocation à diriger vos choix. Lorsqu'elle est analysée, structurée et utilisée consciemment, elle devient une force. Elle pousse à apprendre, à élargir ses options, à renforcer sa valeur réelle. La sécurité ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer avec elle. Chapitre 9. Votre formule personnelle de valeur. Elle est venue me voir avec un sentiment d'effacement que j'entends de plus en plus souvent. Consultante en gestion de projet, compétente, expérimentée, elle avait l'impression d'être parfaitement remplaçable. Je fais exactement le même travail que beaucoup d'autres. Rien de spécial, rien d'unique. Comment voulez-vous que je me distingue sur le marché? 1 heure plus tard, la situation apparaissait sous un tout autre jour. Dans son entreprise, elle était la seule capable de lancer et de mener à bien des projets dans des domaines très différents, du bâtiment au numérique. Celle à qui l'on confiait les clients les plus exigeants. Celle dont les projets respectaient les budgets parce qu'elle identifiait les risques avant même qu'ils ne deviennent visibles. Et pourtant, elle n'en avait aucune conscience. Mais ce n'est pas normal, ça.
Tout le monde fait ça, non? Cette rencontre illustre un problème central de notre époque. Nous sommes souvent incapables de voir notre propre valeur. Ce qui nous semble évident, presque banal, est parfois précisément ce qui nous rend rares. Pourquoi nous passons à côté de notre unicité? La plupart des professionnels se trompent sur leur valeur pour une raison simple. Ils regardent leur travail de l'intérieur. Ils évaluent leurs compétences en fonction de ce qu'ils trouvent facile, naturel, presque automatique. Or, ce qui est facile pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Bien au contraire. Nous avons aussi tendance à valoriser ce qui est visible, diplôme, intitulé de poste, outils maîtrisés. Mais ces éléments sont de plus en plus standardisés. La véritable valeur se situe ailleurs, dans la manière dont vous reliez les choses, dont vous anticipez, dont vous interagissez avec les autres. Encore faut-il apprendre à déplacer son regard, apprendre à se voir à travers les autres. Le premier levier consiste à prêter attention à ce que votre entourage vous renvoie déjà. Pendant plusieurs semaines, observez sans juger. Pourquoi vient-on spontanément vous demander de l'aide? Dans quelle situation votre avis est-il sollicité? Qu'est-ce que l'on vous remercie d'avoir fait concrètement? La consultante a découvert que ses collègues l'appelaient systématiquement lorsqu'il fallait débloquer une situation, calmer un client, remettre tout le monde autour de la table. Elle voyait cela comme de simples gestes de coopération. En réalité, c'était une compétence rare, la capacité à faire travailler ensemble des personnes qui ne se comprennent plus. Ce qui vous semble facile est souvent précieux. Deuxième piste, vos facilités naturelles. Qu'est-ce que vous faites sans effort particulier, là où d'autres peinent? Quelles tâches acceptez-vous volontiers, même quand elles ne figurent pas officiellement dans votre rôle? Chez cette consultante, une habitude frappait. Elle lisait toujours l'intégralité des dossiers de projet, même les parties qui ne la concernaient pas directement. Certains collègues y voyaient une perte de temps. En réalité, cette vision globale lui permettait de détecter des incohérences et d'éviter des erreurs coûteuses. Ce qui lui paraissait évident était en fait un avantage décisif. Mesurer sa valeur par l'impact, pas par l'effort. Troisième angle essentiel, les résultats. Pas les tâches accomplies, mais les effets produits. Que se passe-t-il après votre intervention? Comment évoluent les équipes, les projets, les relations? Quel type de mission vous confie-t-on et pourquoi vous plutôt qu'un autre? Les projets de cette consultante ne se contentaient pas d'être livrés à temps. Les équipes souhaitaient retravailler ensemble. Les clients recommandaient l'entreprise. La direction lui confiait les situations les plus sensibles. Son impact se situait au niveau humain autant qu'opérationnel. Se comparer avec lucidité, pas avec jugement. Comparer son travail à celui des autres n'est pas un exercice d'ego, mais de clarté. Qui est plus fort sur les aspects techniques? Qui excelle dans la coordination? Qui intervient quand la tension monte? En observant ses collègues, la consultante a compris que certains étaient plus pointus sur les outils ou les méthodologies. Mais dès que le facteur humain devenait critique, c'est elle que l'on appelait. Sa valeur était là. Faire émerger ses talents invisibles. Les talents les plus puissants sont souvent ceux que nous n'avons jamais appris à nommer. Ils sont devenus des réflexes. Pour les faire émerger, posez-vous 3 questions simples. Dans quelle situation agissez-vous presque instinctivement, avec efficacité? Quelles activités vous donnent de l'énergie, même lorsqu'elles sont complexes? Quelles compétences se combinent chez vous d'une manière peu courante? Chez cette consultante, la combinaison était claire. Compréhension technique, intuition psychologique et vision d'ensemble. Aucun de ces éléments n'était exceptionnel isolément. Leur association, en revanche, la rendait difficilement remplaçable. Transformer ses forces en valeurs lisibles. Identifier sa singularité est une étape. Savoir l'exprimer en est une autre. La première règle est de parler en résultat, pas en traits de caractère. Pas « je suis à l'écoute », mais « les équipes que j'accompagne travaillent mieux ensemble ». Pas « je gère bien les projets », mais « mes projets aboutissent même dans des contextes tendus ». La deuxième règle est la précision. Les exemples concrets, chiffrés, vécus donnent de la crédibilité. La troisième règle est l'adaptation.
On ne formule pas sa valeur de la même manière face à un dirigeant, un client ou une équipe technique. Le fond reste le même, mais l'angle change. Enfin, osez le contraste. Expliquez en quoi votre approche diffère de la norme. Non pour dénigrer, mais pour clarifier votre positionnement. Construire sa formule personnelle de valeur. Une formule de valeur est une phrase simple et claire qui répond à une question essentielle. Pourquoi travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Elle repose sur 4 éléments. À qui vous apportez le plus de valeur? Quel problème précis vous aidez à résoudre? Ce que vous faites différemment. Le résultat concret que vous permettez. La consultante a ainsi clarifié sa position. Elle accompagne des projets complexes où la résistance humaine est forte. Elle résout des problèmes relationnels qui font échouer les projets techniques. Elle gère les projets à travers les relations autant que les processus. Résultat, des projets livrés dans les délais, des équipes engagées, des clients fidèles. Cette formule n'est pas un slogan marketing, c'est un outil de clarté. Elle guide les choix, les priorités, les compétences à développer. Retrouver une stabilité intérieure. Dans un monde où les métiers évoluent rapidement, comprendre sa valeur unique devient un point d'ancrage puissant. Non pas une promesse de sécurité extérieure, mais une stabilité intérieure. Les outils changent, les postes évoluent. Mais ce que vous apportez de singulier lorsque vous l'avez identifié et assumé devient difficile à remplacer. Votre formule de valeur n'est pas ce que vous faites au quotidien. C'est l'impact durable que vous laissez derrière vous. Chapitre 10. Transformer l'incertitude en stratégie. Quand il est entré dans mon bureau, il donnait l'impression d'avoir déjà parcouru trop de chemins sans en choisir aucun. Analyste financier depuis plus de 10 ans, il avait toujours évolué dans un univers structuré, rationnel, prévisible. Aujourd'hui, tout cela s'effondrait. Sur la table, il avait étalé des dizaines de feuilles. Offres d'emploi, description de formation, business plan, notes personnelles. En 3 mois, il avait envisagé plus de reconversions que certains en une vie entière. La publicité, le conseil indépendant, l'apprentissage du code, l'achat d'une franchise de café. Je tourne en rond, m'a-t-il dit. La finance telle que je la connaissais disparaît. Les algorithmes analysent mieux, plus vite, sans fatigue. Mais je ne sais pas vers quoi aller. Partout, je vois des risques. Comment prendre une décision quand on ne sait même pas à quoi ressemblera demain? Cette question n'est plus marginale. Elle est devenue centrale. Nous vivons dans un monde où les anciennes règles de planification ne fonctionnent plus. On ne peut plus choisir un métier pour 30 ans. On ne peut plus tracer un plan précis à 5 ou 10 ans. En revanche, on peut apprendre à avancer sans carte, à décider sans certitude et à construire des stratégies capables de résister à l'imprévu. Pourquoi les anciens modèles de carrière ne fonctionnent plus? Pendant des décennies, le modèle était simple. Formation, spécialisation, progression linéaire. Le monde changeait lentement. Aujourd'hui, ce modèle est obsolète. Les technologies évoluent plus vite que les compétences. Les métiers se transforment avant même d'être pleinement maîtrisés. Les trajectoires ne sont plus linéaires, mais fragmentées, faites de transitions, de pauses, de bifurcations. Le problème n'est pas l'incertitude en soi. Le problème est de continuer à utiliser des outils conçus pour un monde stable afin de naviguer dans un monde instable. L'analyste financier en était l'exemple parfait. Il cherchait la bonne décision, celle qui garantirait la sécurité pour les années à venir. Or, ce type de décision n'existe plus. Ce qui existe, en revanche, ce sont de bons systèmes de décision. Faut-il quitter sa profession ou la transformer? La question revient sans cesse. Partir ou rester? Changer complètement ou s'adapter? Il n'y a pas de réponse universelle, mais il existe des critères fiables. Le premier est la vitesse de transformation de votre secteur. Si les changements sont progressifs, vous pouvez évoluer de l'intérieur. Si les ruptures sont rapides et fréquentes, une transformation plus profonde devient nécessaire. Dans le cas de ce financier, le métier d'analyste traditionnel était effectivement fortement automatisé. Mais la finance, en tant que domaine, restait essentielle.
Ce ne sont pas les besoins qui disparaissaient, mais les outils. Le deuxième critère est personnel. Avez-vous les ressources pour une rupture radicale? Temps, énergie, finances, soutien familial. Changer complètement de voie n'est pas seulement une décision professionnelle, c'est une décision de vie. Avec une famille et des engagements financiers importants, repartir de zéro aurait représenté un risque élevé. Transformer son rôle à l'intérieur de son domaine était une option plus réaliste. Le troisième critère est la profondeur de votre expertise. 10 ans d'expérience ne sont pas interchangeables. Ils représentent une compréhension fine des mécanismes, des erreurs fréquentes, des logiques invisibles aux débutants. Enfin, observez les zones de croissance adjacentes. Les opportunités se trouvent souvent à la frontière entre ce que vous savez déjà et ce qui émerge. Pour lui, ces zones étaient la finance appliquée aux produits numériques, l'analyse de performance des services digitaux, l'accompagnement des décisions stratégiques. Une règle simple s'est imposée. Si vous pouvez évoluer en conservant plus de la moitié de votre capital de compétences, transformez. Si vous devez tout reconstruire à partir de zéro, changez, mais en connaissance de cause. Décidez quand l'information est incomplète. Dans un monde instable, attendre d'avoir toutes les informations mène à l'immobilisme. Pendant que vous analysez, la réalité change. Il faut apprendre à décider avec des données imparfaites. Premier principe, l'information suffisante. Définissez à l'avance le niveau d'information nécessaire pour agir. Pas idéal, suffisant. Une fois atteint, passez à l'action. Deuxième principe, distinguer les décisions réversibles des décisions irréversibles. Tester une formation, accepter un projet pilote, explorer une compétence sont des décisions réversibles. Quitter un emploi sans filet ne l'est pas. Troisième principe, pensez en scénario. Plutôt que de prédire un futur unique, imaginez-en plusieurs. Lent changement, accélération technologique, rupture majeure. Pour chacun, définissez une stratégie minimale viable. Quatrième principe, planifier par itération. Un premier plan approximatif, appliqué rapidement, vaut mieux qu'un plan parfait jamais exécuté. On avance, on observe, on ajuste. Cinquième principe, misez petit. Multipliez les expériences à faible risque. Des cours du soir, des projets annexes, des missions ponctuelles. Chaque expérience réduit l'incertitude. C'est ainsi que ce financier a procédé. Au lieu d'un saut dans le vide, il a empilé de petites décisions intelligentes. Construire des plans qui survivent au changement. Le plan traditionnel repose sur la prévisibilité. Le plan adaptatif repose sur la flexibilité. Le premier pilier du plan adaptatif est le développement de capacités, pas de titres. Plutôt que viser un poste précis, développer des compétences transférables. Analyse, synthèse, communication, apprentissage rapide. Le financier n'a pas cherché à devenir quelque chose. Il a cherché à renforcer sa capacité à transformer des données en décisions utiles. Cette compétence est précieuse dans de nombreux contextes. Deuxième pilier, la modularité. Construisez votre trajectoire par blocs indépendants, compétences techniques, compréhension business, capacité relationnelle, que vous pourrez recombiner selon les opportunités. Troisième pilier, la réévaluation régulière. Tous les 3 à 6 mois, prenez le temps d'analyser les évolutions du marché et d'ajuster votre cap. Quatrième pilier, la marge de manœuvre. Du temps, de l'énergie, une sécurité financière minimale. Ce sont ces réserves qui permettent de saisir une opportunité imprévue. La stratégie de carrière adaptative. Une carrière durable aujourd'hui n'est plus un chemin tracé, mais un système vivant. Au cœur de ce système se trouve votre mission personnelle. Pas un intitulé de poste, mais la valeur que vous voulez créer. Pour ce financier, aidez les organisations à prendre de meilleures décisions grâce aux données. Cette mission peut s'incarner dans de multiples rôles, analyste, consultant, chef de produit, entrepreneur, formateur. Autour de cette mission, il a construit une carte d'opportunités mise à jour régulièrement, un portefeuille de compétences complémentaires, un réseau diversifié au-delà de son métier d'origine.
Un apprentissage continu, structuré, une sécurité financière de base, des bilans réguliers pour ajuster sa trajectoire. 1 an plus tard, il n'avait pas quitté la finance. Il en avait redéfini le contour. Il dirigeait une nouvelle activité dédiée à l'analyse de la performance des produits numériques. Plus important encore, son angoisse avait disparu. Non parce que l'avenir était devenu prévisible, mais parce qu'il savait comment y faire face. Apprendre à aimer la navigation. Naviguer sans carte demande un changement profond de posture. Il ne s'agit plus de suivre un itinéraire, mais de développer des compétences de navigation. Observer, tester, ajuster, apprendre en marchant. Ceux qui réussissent dans ce monde ne sont pas ceux qui savent exactement où ils vont, mais ceux qui savent s'adapter rapidement à ce qu'ils rencontrent. Conclusion. Faire de l'immunité de carrière un art de vivre. Toutes les histoires de ce livre convergent vers une même idée. Votre valeur ne dépend pas de ce que les machines savent faire. Le médecin a compris que sa force était humaine avant d'être technique. La conseillère a découvert qu'elle vendait des émotions, pas des bijoux. L'enseignante a réalisé qu'elle formait des personnes, pas des programmes. Chacun a cessé de rivaliser avec la technologie pour se concentrer sur ce qu'elle ne peut pas remplacer. Dans un monde où les algorithmes calculent plus vite, où les robots exécutent mieux, il reste un territoire exclusivement humain. Le sens, la relation, la responsabilité. Le véritable immunité de carrière ne consiste pas à se protéger du changement, mais à savoir créer de la valeur quelles que soient les circonstances. Elle repose sur la connaissance de soi, la capacité à apprendre, à relier, à décider et à donner du sens. Les outils évolueront. Les métiers changeront. Mais le besoin de personnes capables de comprendre les autres, d'inspirer confiance et de créer des solutions nouvelles restera. Votre avantage durable n'est pas technique. Il est humain. Et c'est le seul qui ne deviendra jamais obsolète. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce livre audio vous a plu, soutenez la vidéo avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties.